Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Jean-Marie Le Pen est décédé hier soir à l'âge de 96 ans. La personne est morte, mais pas ses idées. Il avait fondé le FN, devenu aujourd'hui le RN. Sa fille Marine Le Pen en est la présidente à l'Assemblée nationale. Il y a quelques années, quand Jean-Marie était encore à la tête de ce parti d'extrême droite, personne ne pensait qu'ils arriveraient à l'Élysée. Mais ça, c'était avant. Désormais, le RN est aux portes du pouvoir. On va en parler avec nos invités. Tout d'abord, Wissal Bougalem, vous êtes responsable adjointe des Jeunes Républicains de l'Essonne. Merci d'être avec nous ce soir. Merci à vous de m'avoir invité. Paul Hellec, vous êtes chroniqueur. Merci. Bonsoir. Et Mathieu Slama, essayiste. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Wissal Bougalem, première question, votre réaction suite au décès de Jean-Marie Le Pen? Écoutez, j'ai vu un petit peu les réactions diverses. On a tout d'abord les responsables du Rassemblement national qui ont réagi excessivement en lui rendant hommage. Un hommage non pas qu'à l'homme, mais aussi un hommage à l'homme politique. Et donc ça interroge aussi, puisque le Rassemblement national avait entamé toute une phase de dédiabolisation et voulait absolument se séparer des idées du Front National, de cette réputation, de cette image. Et on voit que d'une certaine manière, les racines sont là et on ne peut pas tellement les oublier. Donc ça interroge et je pense que ça posera problème pour eux. Ils auront aussi des comptes à rendre quant à cet hommage excessif. Et puis, par contre, j'ai aussi vu les réactions d'autres, par exemple, Place de la République, aussi cette fête qu'il y a eu, que je trouve un petit peu indécente. On va en parler justement tout à l'heure. Alors, donc, premier tour de table, Paul Hellec, une réaction après le décès de Jean-Marie Le Pen? Écoutez, la mort est un phénomène qui arrive dans la vie, c'est sa fin et ça arrive à tout le monde. La question, c'est que Jean-Marie Le Pen était, du point de vue politique, à ce moment-là, déjà en retrait, entre guillemets. Il était au stade d'une vieillesse où il s'était fait connaître plutôt, encore une fois, par des frasques peu intéressantes. La question, effectivement, c'est plus ce que sa mort commentée par la classe politique dit. Et là, effectivement, festival de coming out une partie des acteurs de la droite qui viennent saluer sa mémoire avec différents mots. Je veux dire, il y a deux choses. Il y a d'abord un certain nombre de médias qui ont essayé, par un concours d'euphémisme, de trouver des mots pour ne pas dire qui il était, à savoir un tortionnaire, antisémite, raciste, qui a fait carrière sur le racisme. Et à part le journal L'Humanité, je trouve que les titres ont été souvent un peu compliqués, pour rester poli, quand on parle d'hommes controversés, polémiques, etc. Et on retrouve la même chose, donc c'est ce que je voulais dire par deuxième volet, dans la classe politique, quand vous avez des hommes comme Monsieur Retailleau, Monsieur Éric Ciotti, ou toutes sortes de responsables de droite qui, en gros, ont essayé de rendre hommage en, je sais pas, séparant le racisme de l'homme, son œuvre de sa vie. Et voilà, à mon avis, malaise, parce que ça en dit long sur la période, et je pense qu'à l'époque de sa contestation pour ses propos et ce qu'il disait, les unes qu'on a vues hier et les réponses des personnels politiques sur la mort de Jean-Marie Le Pen n'auraient pas pu être possibles il y a 20 ans, 30 ans même. Monsieur Slama, je vais vous interroger là-dessus sur la réaction justement d'Emmanuel Macron. Et de Bayrou, j'en ai même pas parlé. Ah oui, je vais en parler. On va tout d'abord parler de celle d'Emmanuel Macron, un communiqué très très court, en 3 lignes, figure historique de l'extrême droite. Il a joué un rôle dans la vie politique de notre pays pendant près de 70 ans, un rôle qui relève désormais du jugement de l'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire finalement, ces 3 petites phrases? Oui, c'est un communiqué qui est très discret, presque neutre par rapport à ce qu'a été Jean-Marie Le Pen. Je vais y revenir, mais très en deçà. Moi, j'aurais aimé que Emmanuel Macron prenne la parole pour rappeler qui a été cet homme et ce qu'il a représenté, le fait qu'il a représenté le pire de la politique française et de l'extrême droite française aussi. Mais pareil, je vais y revenir. Donc déjà, ce communiqué, c'était, je trouve, très en deçà de qui a été Jean-Marie Le Pen, et je pense participe aussi une certaine dédiabolisation du personnage. Mais alors, surtout, parlons du tweet de François Bayrou, qui, je ne sais pas si vous aviez prévu de le citer. Ah bah si. Voilà, je vous laisse alors peut-être le citer. Et voilà, alors je vais le lire. Voilà. Au-delà des polémiques qui étaient son arme préférée et des affrontements nécessaires sur le fond, Jean-Marie Le Pen aura été une figure de la vie politique française. On savait en le combattant quel combattant il était. Wissal Bougalem, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Après, je reviendrai à vous. Écoutez, ça ne m'inspire pas grand-chose. Les tweets de François Bayrou, en revanche, Jean-Marie Le Pen, en effet, était une figure importante en politique française. Non pas importante parce qu'il aurait fait des choses, de bonnes choses, mais plutôt par sa toxicité, par la violence de ses discours et même une violence parfois physique. Je rappelle les élections législatives, je ne sais plus en quelle année, peut-être 1977, où il s'en prend même physiquement à une élue, une candidate socialiste. Je rappelle, quand il parlait des chambres à gaz, il parlait de points de détail de l'histoire de France. Mais je rappelle quand même que Jean-Marie Le Pen, s'il a eu une telle importance, c'est pas par hasard. C'est ce que je rappelle très souvent, même avec le Rassemblement national aujourd'hui. Quand on a autant d'électeurs du Rassemblement national, c'est jamais par hasard. C'est aussi le résultat d'abandon politique. Et je pense que c'est ce que je rappelle souvent dans votre plateau, c'est que les partis traditionnels, y compris le mien, ont leur part de responsabilité, certainement. Oui, monsieur Selma. Oui, alors, du coup, ça me permet de réagir et aussi d'évoquer le tweet de François Bayrou. Donc déjà, le tweet de François Bayrou est une honte, un scandale, mais je n'ai même pas les mots pour décrire l'indignité de ce tweet qui est en fait un hommage. Enfin, je veux dire, quand il dit on savait quel combattant il était, et au-delà des polémiques, alors qu'on parle quand même d'une personne multicondamnée, notamment pour contestation de crimes contre l'humanité, une personne condamnée pour antisémitisme, qui a été tortionnaire en Algérie, ça a été documenté par de nombreux articles. Il parle d'un combattant, c'est un joli mot, normalement. Oui, voilà, et puis en plus, je passe à côté du côté viriliste, débile du tweet, mais passons. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quasiment un hommage à une personnalité qui a représenté donc une extrême droite radicale, antisémite, raciste évidemment, etc., etc. Et ce qui est très intéressant, c'est que je pense que jamais François Bayrou n'aurait fait ce tweet il y a une dizaine d'années. Jamais des politiciens de droite ou du centre modéré, on va dire en tout cas, n'auraient réagi de la manière dont ils ont réagi. Je pense aussi à beaucoup de gens de droite qui ont réagi de manière extrêmement faible, pour ne pas dire autre chose. Et ce qui me fait juste en venir à un point qui est central et par rapport à ce que vous avez dit, au contraire, moi je pense que ce à quoi on a assisté... Alors vous savez, Robert Badinter parlait de la lepénisation des esprits. Il a employé ce terme assez tôt, dans les années 90. Et Badinter, notamment, évoquait deux choses. Là, j'évoque notamment une interview qu'il avait faite en 2011. Il évoquait la question de la laïcité, la manière dont la question de la laïcité, notamment à droite, il citait l'UMP à l'époque, avait été un peu instrumentalisée contre les musulmans, contre une communauté, et qu'il voyait ça, il était effrayé, Badinter, de cette instrumentalisation de la laïcité. On voit où on en est aujourd'hui, déjà, premier point. Et puis, il voyait aussi la manière dont le populisme pénal, la question sécuritaire, avec des atteintes aux libertés qui s'étaient un peu banalisées, également était maintenant, normalisé au sein de la droite. Alors, il mentionnait évidemment Nicolas Sarkozy, mais aujourd'hui, on pourrait mentionner ce qu'a fait Emmanuel Macron et ce que veut faire aujourd'hui Bruno Retailleau, par exemple. Et aujourd'hui, je finis sur ce point-là qui me paraît très important. Au fond, l'héritage de Jean-Marie Le Pen, c'est quand même cette lepénisation qui est un exercice de dédiabolisation, de normalisation des idées venues de l'extrême droite. Et quand aujourd'hui, on voit qu'à l'Assemblée nationale, par exemple, a été votée une loi immigration qui reprend en compte l'une des idées fortes du Rassemblement national et de Jean-Marie Le Pen, la préférence nationale, quand on voit la manière dont on parle de l'immigration aujourd'hui, dont les modérés parlent de l'immigration aujourd'hui, dont la manière dont, par exemple, un Bruno Retailleau, qui lui n'est pas modéré, mais veut carrément stopper l'immigration, dit que l'immigration n'est pas une chance pour la France, etc. On voit sur les sujets sécuritaires, en fait, la manière dont les thématiques de Jean-Marie Le Pen, repris ensuite par Marine Le Pen, etc., se sont imposées dans le débat public. C'est ça le vrai sujet. C'est qu'en fait, la mort de Jean-Marie Le Pen marque aussi un moment où ces idées ont quasiment gagné dans l'espace public, où les modérés ont repris à leur compte les idées de l'extrême droite. Et c'est ça, au fond, moi, que je veux retenir de tout ça. Et c'est pas du tout un abandon de... Je pense au contraire que c'est les modérés, des partis républicains, on va dire, qui ont abandonné les principes républicains pour aller de plus en plus vers l'extrême droitisation. Et c'est un des bilans, quand même, de Emmanuel Macron, mais aussi de la droite dite républicaine. Oui, Sal Bougalem, vous vouliez réagir ? Oui, parce monsieur a évoqué Nicolas Sarkozy. Je vous rappelle quand même, en 2007, c'est Nicolas Sarkozy, limite, qui fait chuter le RN. C'est aussi Jacques Chirac. En prenant ses thèmes. Lui-même, d'ailleurs, l'a dit. Mais en reprenant ces thèmes, c'est pas juste des thèmes du Front National, monsieur, ce sont des thèmes qui touchent les Français, pardonnez-moi de vous le dire. Mais juste une petite parenthèse, je vous rappelle qu'en 1986, c'est aussi François Mitterrand qui fait une petite passe décisive au Front National, qui leur permet d'avoir une trentaine de députés à l'Assemblée nationale. C'est pas la droite. Tout ça
pour contrecarrer la droite républicaine. Donc je veux bien écouter vos leçons, mais ça va 2 minutes, monsieur. La gauche a une grosse part de responsabilité dans la crédibilisation du RN, dans la phase de dédiabolisation du RN. En vérité, la phase de dédiabolisation, elle apparaît dès que le RN arrive avec des députés, entre dans les institutions. C'est là où véritablement Jean-Marie Le Pen est écouté et surtout a un espace électoral. Donc je veux bien entendre que la droite a une part de responsabilité, mais croyez-moi que la gauche en a une plus grosse. Alors, on reviendra sur ce débat intéressant dans quelques instants, parce que je suis sûre que Paul Allec, vous avez hâte de réagir au tweet de monsieur Bayrou. Non, mais effectivement, en fait, quand il parle de combattants, on se demande de quels combattants il parle. Est-ce qu'il parle des combattants de l'OAS, l'organisation de l'armée secrète, qui est une organisation d'extrême droite, qui est sans doute une des plus meurtrières en termes d'organisation terroriste sur le territoire français, et dont le Rassemblement national, le Front national de l'époque, comptait nombre de membres parmi les amis de Jean-Marie Le Pen. Est-ce qu'il parle des combattants de la Waffen-SS, dont Jean-Marie Le Pen, je rappelle, était éditeur d'un certain nombre de chants dans sa maison d'édition. Donc, voilà, il n'y avait absolument aucun vocabulaire amélioratif à utiliser dans un communiqué sur Jean-Marie Le Pen. Et c'est pour ça que je m'en tiens à ce que dit l'Humanité hier comme journal, et qui dit « un tortionnaire, antisémite, raciste est mort ». Et il y a, plus, à mon avis, à rappeler ce que les autres ont qualifié de frasque, de polémique, c'est-à-dire à rappeler à quel point il était un poison pour la vie politique française. Et ça me ramène au débat qui venait juste d'arriver là. Effectivement, le problème, c'est que les diagnostics qu'il a voulu poser ont été, au fur et à mesure, repris à leur compte par des gens de la droite dite républicaine et du Parti socialiste. Je rappelle que c'est Laurent Fabius qui dit « Jean-Marie Le Pen pose les bonnes questions, même s'il a les mauvaises réponses ». Ce qui veut dire « j'accorde un point de vue, un point à son diagnostic ». Et ensuite, la droite, effectivement, Sarkozy en est un des exemples les plus remarquables, mais tous, au fur et à mesure, ont non seulement voulu reprendre ses diagnostics, mais également ses propositions, au point qu'on a bien vu que la droite, depuis le début du premier quinquennat Macron, est coincée entre la version macroniste de la droite et la version de l'extrême droite, et que entre les deux, ils sont sommés de choisir. Certains sont partis. Éric Ciotti est parti avec armes et bagages directement dans un espèce de sas qu'il a appelé l'UDR, mais enfin qui est un sas pour le Rassemblement national, et les autres courent après le Rassemblement national, et que cette reprise du diagnostic du Rassemblement national, qui rend l'immigration responsable de tous les maux de ce pays, en continuant d'adopter un discours par contre pro-patronal, parce que c'est le principe de sa ligne de conduite politique dès les présentations de Jean-Marie Le Pen à l'élection présidentielle, qui se présente comme le nouveau Reagan français, etc. C'est ça qui produit la situation dans laquelle on est, avec une société d'une violence incroyable envers un certain nombre de communautés, avec une discursivité qui a été employée où les mots n'ont plus aucun sens, mais tous sont liés les uns aux autres pour criminaliser les populations. Alors une fois c'est le mot d'immigré, une fois c'est le mot de musulman, une fois c'est le mot de terroriste, et tous ils leur ont donné une sorte d'équivalence sémantique, et ça c'est le bilan de Jean-Marie Le Pen, qui a effectivement fait la passe, pour reprendre l'expression, à l'ensemble de la droite, qui a elle-même contaminé jusqu'à une partie de ce qu'on appelle le centre-gauche, même si je ne suis pas exactement sûr que le Parti socialiste est aujourd'hui un parti de gauche. Le Pen est un symptôme de tout ça. C'est un symptôme, d'ailleurs, comme l'extrême droite de manière générale est un symptôme. C'est un entrepreneur, c'est plus qu'un symptôme, c'est quelqu'un qui a je pense que c'est un symptôme, c'est ça. quand on traite mal des problématiques, et j'ai encore eu l'occasion de le dire dans votre plateau, quand on traite mal des problématiques, quand des Français se sentent délaissés, eh bien oui, l'extrême droite monte. Et je suis désolée encore une fois, mais la gauche a beaucoup plus de responsabilité dans la montée de l'extrême droite que la droite. Moi, je veux bien je veux bien vous entendre sur Bruno Retailleau et compagnie, mais pardonnez-moi, quand en 1986, Mitterrand passe à la proportionnelle, c'est aussi une tactique politicienne absolument basse, tout ça pour contrecarrer la droite républicaine. Oui, voilà. Mais à ce moment-là, je suis désolée, on fait quand même entrer de mémoire 35 députés du Front National. C'est à ce moment-là que les choses commencent. Comment on est passé au FN de 72 à des années 90 où on écoutait un peu ce qu'ils disaient, au RN de 2025 où carrément on leur tend la main. C'est la phase de dédiabolisation. Comment on est passé ? C'est ça le vrai sujet, parce qu'il faut quand même rappeler une chose, c'est que il y avait 8 députés d'extrême droite il y a encore 20 ans, et aujourd'hui, et même pas d'ailleurs, et avec le mandat d'Emmanuel Macron, on est passé de 8 députés à
plus d'une centaine de Absolument. députés, et aujourd'hui avec un groupe qui est parmi les premiers à l'Assemblée nationale. Donc il faut comprendre comment ça s'est passé, ça. Le processus de montée de l'extrême droite dans le pays a été un processus général, ça a été un processus global qui s'est en fait accompagné d'une extrême droitisation des esprits, des discours, et notamment des discours des personnes qui étaient d'une droite républicaine, qui a abandonné, à mon sens, les principes républicains. Je vous donne un exemple. Là, et je trouve, encore une fois, c'est très important d'en parler au moment de la mort de Jean-Marie Le Pen, parce que c'est vraiment sa victoire, finalement, posthume qui s'accomplit aujourd'hui. Au moment des derniers débats autour de Mayotte, il y a eu une dévastation de l'île et la réaction notamment du gouvernement et de Bruno Retailleau, donc qui représente les Républicains, a été notamment de dire qu'il fallait en finir avec le droit du sol à Mayotte. La suppression du droit du sol est une idée historique du Rassemblement national, et je dirais même de l'extrême droite française, qui est l'idée que la nationalité française doit s'acquérir par le sang. Vous savez quand même qu'il y a un sujet à Mayotte, c'est l'idée, par en termes exemple. d'immigration. Non, mais je parle des idées de l'extrême droite et comment ça s'est fait. Cette idée-là, elle nous vient aussi de Charles Maurras, l'Action française, dont Jean-Marie Le Pen était un admirateur. Donc, tout ça, si aujourd'hui la droite en est à défendre ces idées-là, ça n'est pas pour rien. Jacques Chirac, quand il fait son dernier discours d'adieu à la politique, dit ne composez jamais avec l'extrémisme, le racisme, etc. Et Jacques Chirac, quelqu'un qui on peut faire beaucoup de reproches, voilà, dans sa politique, mais enfin, c'est quelqu'un qui n'a pas touché à certains de ses principes. Aujourd'hui, la droite touche à ses principes. Je pourrais parler aussi de la question de la préférence nationale. Je pourrais parler de plein de choses, de l'obsession aux élections, là, évidemment de la fin du barrage républicain, de l'obsession de l'islam. Etc. Là encore, Bruno Retailleau, encore lui, désolé d'en parler, mais disait qu'il fallait interdire le voile pour les accompagnatrices des sorties scolaires. Sorties scolaires, voilà, qui est pareil une idée qui est défendue de longue date par Marine Le Pen. Donc, ce qui s'est passé, pourquoi on est passé d'un Front National qui est complètement aux marges et qui, quand il fait 17% et accède au deuxième tour, il y a la France entière dans la rue, à un Rassemblement national aujourd'hui aux portes du pouvoir, c'est parce que les idées du Rassemblement national, les idées extrémistes, ont contaminé la société française, ont contaminé la droite française dont vous êtes une représentante. Et moi je serais très heureux de vous entendre dire, par exemple, que vous le regrettez, parce qu'il y a des gens à droite qui le regrettent. Donc peut-être que vous regrettez cette contamination des idées d'extrême droite à droite. J'ai été l'une des premières à refuser l'alliance avec le Rassemblement national, sachez-le. Mais par exemple, sur le droit du sol, sur la préférence nationale... Mais sur le droit du sol, moi je vais vous dire, je reste ouverte au débat, parce que, encore une fois, vous posez le sujet, mais on ne dit pas qu'il faut abroger le droit du sol de manière générale. Il y a une question qui se pose à Mayotte de manière légitime. Ça, est-ce que vous l'entendez? Non. Non, mais attendez, je sais que ça vous dérange. Est-ce que vous l'entendez? Moi, je vous dis non, c'est tout. D'accord, mais juste si je peux terminer, il y a une question même qui se pose de manière générale concernant l'immigration, même au-delà de la question du droit du sol, auquel vous êtes certainement... Mais, si je peux terminer, vous êtes gentil, je sais, c'est difficile d'en placer une ici. Mais encore une fois, je dis, il y a un débat sur l'immigration. Si vous dites qu'il n'y a pas de débat sur l'immigration, pardonnez-moi, monsieur, c'est que vous êtes dans le déni. Tous les sondages qui montrent justement que les Français placent aussi dans les priorités, c'est peut-être pas leur première priorité, il y a aussi le pouvoir d'achat, il y a la sécurité, mais etc. c'est ce qu'il dit justement. Il regrette qu'on parle trop d'immigration. Il ne dit pas qu'on ne parle pas d'immigration. En fait, si on parle trop d'immigration, c'est peut-être parce que les Français ne se sentent pas écoutés concernant ce sujet. Par exemple, pourquoi on ne fait pas un référendum sur l'immigration ? Parce que déjà, c'est pas dans l'article 11 je pense dans pas, les compétences. je pense pas que ce soit... Déjà, il faudrait regarder si l'immigration est un sujet qui tombe dans l'article de la Constitution. Et je ne pense pas, parce que c'est l'organisation des institutions de l'État, la ratification d'un traité, la grande politique économique, question environnementale. Et non, mais en fait, véritablement pas. C'est un micro-sujet. La France a largement les moyens d'accueillir énormément de monde, et beaucoup plus que ce qu'elle ne le fait actuellement, dans des conditions bien plus dignes. Donc non, c'est un hocher qu'agite l'extrême droite. Et justement, la question était comment on passe du Rassemblement national et des phrases qui ont choqué quand même à l'époque, heureusement, sur les déclarations antisémites de Jean-Marie Le Pen et j'en passe, et racistes, à le Rassemblement national d'aujourd'hui. Et il y a une conversion qui s'est faite. C'est-à-dire que Jean-Marie Le Pen, encore une fois, de son aventure autour d'une constitution entre, d'une part, l'héritage de la droite collaborationniste antisémite et d'autre part, de la droite, de l'Algérie française, pro-Algérie française. Il était
proche de tous les proches du général Massu et autres. Il va s'opérer une conversion, et il est l'homme aussi de cette conversion où en fait on ramène la guerre d'Algérie avec soi sur le territoire de l'Hexagone, et on va essayer de la continuer. C'est-à-dire qu'on va convertir la figure de l'ennemi historique de l'extrême droite, qui était le juif, la figure du juif caricaturée dans les années 30 dans toute la presse antisémite, et qui va institutionnellement, par la participation de la France, être mise à mort. Je rappelle les dizaines de milliers de juifs que la France a fait déporter, et on va convertir la figure de l'ennemi avec la figure de l'étranger musulman. Selon les périodes, vous avez plus une insistance sur l'immigration, plus une insistance sur le musulman. Et cette conversion-là... Non, mais on change d'ennemi, on change de figure de l'ennemi, parce que désigner un ennemi, dans la vision très schmittienne de la politique, Carl Schmitt, qui a été par ailleurs le théoricien juriste du Troisième Reich, la politique, c'est séparer l'ennemi de l'ami, et c'est de faire le tri pour un projet de régénération du corps national, qui est la base du principe de l'extrême droite et des projets fascistes. Or, c'est comment on passe de ce Rassemblement national, c'est qu'effectivement, on va d'abord changer la figure de l'ennemi, et ensuite, on va faire en sorte que l'immigration devienne un sujet qui va expliquer les difficultés économiques d'un certain nombre de Français, pour ne pas parler de la gestion pénurique des ressources au bénéfice d'une grande partie du patronat français. En fait, c'est ça le truc, c'est que les richesses s'accumulent dans un pôle de la société, et pour ne pas toucher aux politiques qui mettent en valeur leurs intérêts, les intérêts privés, on va mettre en scène et mettre en dialogue l'immigration comme un sujet, comme un problème, source d'insécurité, source de transformation culturelle, source de tous les maux de la terre. Et ça, vraiment, ce pivot, c'est ça, le pivot du Rassemblement national et de la droite qui prend ses idées par la suite. Sans Le Pen, l'immigration aurait aujourd'hui la même place dans le débat politique? Non, sans doute pas. Alors, il n'est pas le seul responsable, parce qu'il y a aussi des idéologues comme Éric Zemmour, plein de bien après, voilà, qui ont en effet construit l'immigration comme un problème. Quand vous dites que l'immigration est un gros problème pour les Français, etc. Voilà, on tient un sujet. Non, vous regardez les sujets de préoccupation, c'est très loin derrière. La question du pouvoir d'achat, la question de l'inflation, la question des services publics, de la santé, etc. Donc déjà, il faut relativiser l'importance que les Français accordent à ce sujet. Mais encore une fois, n'oublions pas, Pierre Bourdieu nous l'avait dit il y a longtemps, les discours ont un impact sur le réel, les discours ont un impact sur l'opinion publique. L'opinion publique aussi, c'est quelque chose qui se crée. Et qu'est-ce qui s'est passé donc depuis Jean-Marie Le Pen? Mais après, évidemment, des discours qui se sont banalisés, c'est de construire l'immigration comme un problème. L'immigration est un problème pour la France, c'est un problème économique, donc ils veulent l'immigration crée de l'insécurité économique pour les Français qui voient leur job être volé. Premièrement, première rhétorique qui était une rhétorique de Jean-Marie Le Pen, c'était le thème principal et qui a repris le thème de l'assistanat des étrangers que Jean-Marie Le Pen a énormément poussé dans ses discours, dans ses interviews, etc., qui aujourd'hui est hégémonique dans les discours de droite et d'extrême droite. Et puis enfin, qui, je pense aussi, est un sujet que Jean-Marie Le Pen a beaucoup poussé et qui aujourd'hui est poussé par la droite aussi, c'est le lien entre insécurité et immigration. Et en fait, qui est faux également. Donc tout ça est faux, évidemment, parce que les experts nous montrent que l'immigration, si on est sur un fondement purement économique, voilà, moi j'aime pas cet argument-là, mais c'est une bonne chose pour la France, ça apporte beaucoup de bénéfices pour la France. Et puis d'autre part, les immigrés sont des êtres humains et doivent être traités en tant que tels. Et ça, c'est, je pense, la chose la plus importante qu'il faut dire, et je pense là-dessus on sera d'accord. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a construit un problème avec l'immigration, et c'est comme ça aussi que l'extrême droite a monté progressivement. Et en fait, la vraie victoire de Jean-Marie Le Pen, c'est pas tellement de lui-même avoir imposé ses discours, ou même d'avoir permis à sa fille c'est d'avoir rendu leur discours mainstream, c'est d'avoir fait porter leur discours par d'autres gens. D'avoir libéré la parole. Et d'avoir fait en sorte que des gens plus ou moins modérés, je dis bien modérés des guillemets, perçus comme modérés, se mettent à tenir un discours qui est similaire. Avoir des gens à l'Assemblée nationale qui sont des macronistes ou des gens de droite républicaine qui votent une loi inadmissible, une loi migration, qui est une loi directement inspirée de l'extrême droite, ou qui, sur les sujets sécuritaires, n'arrête pas d'empiéter sur nos libertés. C'est ça la vraie victoire de Jean-Marie Le Pen et de Marine Le Pen. C'est pas d'avoir tenu des discours et d'avoir imposé leur propre discours, c'est de l'avoir fait tenir par d'autres personnes. Si je peux me permettre, en fait, vos deux discours m'étonnent pas, mais m'étonnent dans le sens où, en fait, quand les Français écoutent des discours pareils, j'ai presque envie de dire, je comprends pourquoi ils votent RN. Parce qu'en vérité, on ne leur donne pas le choix. Vous voyez, quand vous dites que l'immigration, il n'y a aucun problème, je suis désolée de vous le dire,
il faut une immigration saine, il faut une immigration choisie. Est-ce que ça, vous êtes capable de le dire? Est-ce que non. Et saine, qu'est-ce que vous entendez par je vous ai saine? pas coupé. Mais non, mais vous dites des propos choquants, donc excusez-moi, saine, ça veut dire quoi? C'est-à-dire une immigration choisie, une immigration que l'on contrôle, une immigration de travail. J'ai eu déjà l'occasion de le dire sur votre émission. Vous savez, moi, je ne suis pas une obsédée de l'immigration, je n'en parle pas tous les 4 matins. Je ne dis pas qu'il ne faut pas d'immigration. Oui, quand on parle de réfugiés, ils ne peuvent pas choisir l'immigration choisie. Non, mais je ne dis pas immigration zéro. Mais je pense que, en fait, quand vous expliquez aux Français qu'il y a zéro problème avec l'immigration, que ce n'est pas un sujet même pour vous, pardonnez-moi, il ne faut pas s'étonner d'avoir 11 millions d'électeurs du RN. Il ne faut pas non plus s'étonner qu'il y ait un Front National qui a eu un espace électoral au fil des années. Oui, mais entre votre discours et celui, entre guillemets, qui est un discours classique pour la droite, il faut réguler l'immigration. Très bien. Bon, c'est pas ma position, c'est pas la position de Paul, mais d'accord. Oui, mais quand vous avez, tout le monde, mais Bruno Retailleau, qui est un représentant de la droite aujourd'hui, lui ne dit pas ça. Lui, il dit que l'immigration est un problème en soi. Il dit que l'immigration n'est pas une bonne chose. Il dit que l'immigration n'est pas une chance pour la France. Il dit que l'immigration apporte de l'insécurité à la France. Il dit que il y a un problème avec l'islam en France, etc., etc. Je n'ai jamais entendu dire qu'il y avait un problème avec l'islam en France. La semaine dernière, regardez son interview au Parisien ou au JDD, je ne sais plus. D'autre part, Bruno Retailleau, bon, ça c'est encore autre chose, mais dit que la colonisation, il y a eu des bienfaits de la colonisation, etc. Donc, je ne trouve pas ces propos. Voilà, vous savez, je viens en tant que responsable adjointe des jeunes LR, je ne viens pas en tant que porte-parole de Bruno Retailleau. Je salue son action en termes de sécurité, il n'y a aucun souci. C'est bien ce que je dis. Donc le sujet, c'est pas justement. Donc le sujet, c'est pas vous, on fait pas votre procès et c'est pas du tout vous le sujet. Le sujet, c'est encore une fois, le sujet qu'on traite aujourd'hui, c'est la manière dont la droite française a dérivé de plus en plus sur tous les marqueurs de l'extrême droite. Parce que pardonnez-moi, mais avant, on faisait bien la différence entre la droite et l'extrême droite. Aujourd'hui, quand on entend un monsieur Retailleau, on a du mal à comprendre si c'est de droite ou d'extrême droite. L'élection 2002, quand on disait qu'on devait faire un barrage républicain, Jacques Chirac faisait un score de dictateur africain. Je suis d'accord avec vous, ça avait encore un sens. Mais est-ce que ça a un sens quand on a des responsables politiques qui nous disent justement que l'immigration, c'est pas un sujet, que l'insécurité, c'est un fantasme, que c'est une obsession? Évidemment qu'on se tourne vers le pire. Ce que j'ai envie d'expliquer au fond, c'est que l'extrême droite, c'est un symptôme et que ce symptôme, il faut y répondre. Donc c'est normal qu'on remonte. Ce que vous dites, c'est que pour y répondre, c'est reprendre leurs idées. On ne reprend pas des idées d'extrême. Non, on ne reprend pas des idées d'extrême droite. Vous votez les mêmes propositions. Il vous a donné un exemple. Il vous a parlé de la loi immigration que votre parti, c'est pas Bruno Retailleau là, c'est votre parti, a voté main dans la main. On reprend des sujets qui concernent le quotidien des Français. Vous ne prenez pas les sujets, vous prenez leurs diagnostics et leurs propositions. La loi immigration, l'exemple qu'il vous a donné, c'est un exemple concret. Votre parti, à l'Assemblée nationale, qui existe encore malgré le score vraiment crépusculaire de votre organisation politique, a fait quoi? Ils ont pris des élus et ils ont voté main dans la main avec les macronistes et le Rassemblement national une proposition qui met en avant la préférence nationale et qu'il a fallu que le Conseil constitutionnel rappelle qu'un certain nombre de mesures n'étaient pas constitutionnelles tellement elles étaient retors pour le droit individuel de ces gens qui viennent, encore une fois, souvent en exil ici, pas par choix. Ok ? Combien d'exemples il va falloir vous donner pour vous montrer qu'il ne suffit pas de dire il y a un symptôme de la crise et il y a des gens qui votent à l'extrême droite. Vous dites ils votent à l'extrême droite. Pour pas qu'ils votent à l'extrême droite, il faut reprendre les propositions de l'extrême droite et les faire à notre sauce et les faire sur leur même terrain. C'est ce que fait la droite depuis 30 ans. Nicolas Sarkozy, vous avez raison. C'est le seul qui a réussi à faire temporairement baisser le score du Rassemblement national. Il l'a fait chuter temporairement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a récupéré une partie de ses électeurs en parlant comme le Rassemblement national. Ça, c'est sa campagne de 2007. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, les gens ont directement voté pour le Rassemblement national, ont arrêté de voter pour votre organisation politique, d'où le score misérable que vous avez fait. Et ce qui se passe, c'est que vous essayez de récupérer ces électeurs en parlant comme le Rassemblement national. Et donc, vous êtes un espèce de cercle de vase communicant dans lequel vous avez compris que pour réussir, il fallait parler comme eux et reprendre leurs propositions. Je n'ai jamais entendu la droite dire le droit du sol, c'est un acquis français républicain. Aujourd'hui, toute la droite dit il faut remettre en cause le droit du sol. À mon avis, il y a des vrais Français, il y a des Français de papier, il y a des Français qui ne sont pas vraiment des Français. Ça, c'est le discours que tiennent vos responsables politiques. J'ai jamais entendu un LR dire qu'il y a des Français de papier. Ah ok, d'accord. Citez-moi un responsable politique et en tout cas, je condamnerai aussitôt. On va retrouver. Alors, on va essayer de recentrer le débat. On va le rappeler. Le Pen, c'est la mort de Jean-Marie Le Pen dont on parle. Non, mais c'est sa mort et les conséquences que son décès a eu aujourd'hui. Le Pen a fondé le FN sur un thème principal, le rejet de l'immigration, la préférence nationale, la France aux Français. Finalement, le RN aujourd'hui, ce sont les mêmes idées que le FN. Seulement, Marine Le Pen, Jordan Bardella les formulent différemment, monsieur Sattama.
Oui, c'est les mêmes idées, c'est un peu édulcoré. Il y a en effet un discours qui est toujours aussi anti-immigration, qui repose sur les mêmes fondements. L'immigration est une menace pour la France, le nationalisme, évidemment, c'est un parti nationaliste affirmé, un soutien aussi à des régimes dictatoriaux comme la Russie de Vladimir Poutine, évidemment un discours sécuritaire extrêmement dur, liberticide, et globalement une vision très autoritaire de la société, de la politique, etc. Donc tout ça n'a absolument pas changé. Et ce qui m'a intrigué quand même pour évoquer justement ce décès et la manière dont les réactions se sont faites, c'est que, par exemple, Jordan Bardella a fait un hommage à Jean-Marie Le Pen sur Twitter sans aucun bémol. Hein. Donc ça veut dire quand même que le Rassemblement national se dit qu'ils n'ont même pas besoin de rappeler. Alors qu'il y a quelques années, ils essayaient de prendre leur distance. Voilà, parce que Jean-Marie Le Pen. pris en vidéo en train de coller une affiche de Jean-Marie Le Pen. Donc en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'au Rassemblement national, il y a une sorte d'héritage assumé là à son décès. Je rappelle que Jordan Bardella, l'année dernière, je crois, avait dit sur le plateau de BFM qu'il ne pensait pas que Jean-Marie Le Pen était antisémite. Après, il s'était repris, mais enfin, on voit bien qu'en fait que le Rassemblement national n'a pas du tout changé. D'ailleurs, c'est la dynastie Le Pen qui est toujours au pouvoir au Rassemblement national, etc. Donc, c'est très intéressant de voir ça. Maintenant, ce qui a changé, je le redis, c'est que la société s'est extrême droitisée. Et par exemple, je vous donne un dernier exemple, mais j'entendais Daniel Cohn-Bendit sur LCI il y a quelques jours. Daniel Cohn-Bendit qui était quand même c'est mai 68, c'était quand même la gauche internationaliste, voilà, on pense qu'on veut, on pense qu'on veut du personnage, mais enfin c'était pas quelqu'un dont on pouvait imaginer qu'il puisse avoir quelque acquaintance que ce soit avec des idées d'extrême droite. Eh bien Daniel Cohn-Bendit, à propos de Mayotte, a quand même dit qu'il y avait un grand remplacement à Mayotte. Et pour moi, je trouve que c'est très intéressant parce que c'est là encore une fois le cœur de la victoire culturelle de l'extrême droite et du Rassemblement national, c'est encore une fois de faire dire des mots, parce que le langage est très important en politique, de faire dire des mots comme grand remplacement, je reprends la préférence nationale, la remise en cause traditionnelle, etc., en politique par des gens modérés, c'est ça. Moi, je voulais juste un moment fact-checking. Citez-moi un responsable de droite, Valérie Pécresse, premier meeting en tant que candidate des Républicains, premier meeting en tant que candidate des Républicaines, 13 février 2022, parle de français de papier, pour pouvoir faire quoi? Encore une fois, faire exactement ce que Mathieu est en train de dire. Vous pouvez vérifier. C'était plutôt le grand remplacement et le lendemain sur RTL, elle s'en était expliquée. Vous pouvez regarder dans le Huffington Post un article au Zénith, Valérie Pécresse mise sur les clins d'œil à l'extrême droite pour se relancer du 13 février 2022. Bon, en régie, on va essayer de regarder ça. Et Bruno Retailleau l'a également dit. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est exactement ce que vient de dire Mathieu, c'est qu'ils utilisent les mêmes mots et que par ces signaux, on a encore une fois cette question de draguer un électorat qu'on a perdu ou qu'on n'arrive pas à conquérir et qui n'est pas du tout dans une contre-proposition sur qu'est-ce qu'il faut faire. Bien sûr qu'on peut parler, moi j'ai pas de problème pour parler de l'immigration, mais je vais vous dire autre chose, je vais vous dire il faut accueillir des gens, il faut donc des structures qui permettent de faire en sorte d'accueillir les gens dans autre chose que des endroits vétustes et dans des niveaux d'hygiène ignobles. Vous pouvez regarder tous les députés qui sont allés regarder ces lieux de privation de liberté que sont les centres de rétention administrative, qui sont en fait des prisons pour étrangers, et vous avez des punaises de lit, des rats, des situations d'insalubrité totale. Et c'est comme ça que la France traite l'immigration lorsqu'elle ne les traque pas ou qu'elle traque pas les parents des gosses qui sont inscrits dans les écoles. Et après, vous avez besoin de faire appel à des réseaux de solidarité comme RESF pour pouvoir faire en sorte qu'ils ne soient pas expulsés, alors qu'on va traquer, encore une fois, des familles au pied des écoles. C'est ça la façon dont la droite a décidé de traiter la question de l'immigration dans ce pays. Et oui, il pourrait y avoir une autre façon d'en parler. Mais la droite ne fait pas ça, et je suis désolé. C'est ça, encore une fois, le lepénisme et la situation. Les OQTF ne sont pas exécutés, traqués, c'est un grand mot. Et j'en suis bien heureux, je peux vous le dire. Madame Bougalem, justement, vous êtes responsable adjointe des Jeunes Républicains de l'Essonne. Donc, en tant que partisane des Républicains, j'aimerais vous entendre sur ça. Est-ce que vous estimez que le RN de Jean-Marie Le Pen, que le FN de Jean-Marie Le Pen et que le RN aujourd'hui de Marine Le Pen et de Jordan Bardella sont finalement différents ou sont exactement la même chose? En toute objectivité, il y a eu un changement. Il y a eu une phase de dédiabolisation, petit à petit, ça tout le monde peut le reconnaître. En revanche, depuis hier, quand on voit les réactions qu'a suscité la mort de Jean-Marie Le Pen, eh bien, on peut se poser des questions si finalement
Marine Le Pen est véritablement en rupture avec son père, en tout cas sur ses idées, sur la politique qu'il a menée. Ça interroge, parce que même les responsables politiques, vous aviez dit aussi sur les plateaux télévisés, lorsqu'il disait, Jordan Bardella, notamment lorsqu'on l'avait interrogé sur le fait est-ce que Jean-Marie Le Pen était antisémite, il avait répondu non, je ne crois pas. Et en effet, moi, ça m'avait vraiment choquée, parce qu'il a été condamné pour ça à de nombreuses reprises. Il avait tenu des propos extrêmement choquants qui ne laissaient aucun doute sur son antisémitisme. Et en effet, c'est peut-être ce qui me fera dire certainement que le RN et le FN ne sont pas si différents que ça finalement. Monsieur, moi j'avais juste une question. Comment on peut expliquer aujourd'hui que le RN a survécu à toutes les autres formations concurrentes? Je pense à celle de Bruno Maigret ou encore plus actuellement celle d'Éric Zemmour. Oui, alors c'est une bonne question. Je pense que la stratégie que Marine Le Pen a impulsée, notamment sous l'influence à l'époque de Florent Philippot, voilà, qui a été au fond de deux ordres, de se débarrasser un peu des polémiques, de la stratégie de polémique qui était celle notamment de son père. Et puis ensuite, une deuxième chose qui, je pense, et doit tous nous interroger, parce que je pense qu'elle est très intéressante, notamment aujourd'hui, c'est de républicaniser son discours. Jean-Marie Le Pen, lui, était quand même encore une fois, je le dis, c'est un admirateur de l'Action française. Voilà, et puis plus globalement, c'était un anti-républicain viscéral, en réalité, Jean-Marie Le Pen, héritier aussi de Robert Poujade, qui était lui-même anti-républicain et antisémite. Mais bon, on ne va pas refaire l'histoire par rapport à tout ça. Mais Marine Le Pen a compris qu'il fallait qu'elle arrondisse un peu les angles et qu'elle républicanise son discours, j'insiste. Et donc, dans son discours, elle a commencé à parler, par exemple, de laïcité, de sujets comme ça, toujours en visant notamment les musulmans et l'islam comme danger par rapport à la laïcité française, etc. Et ça a été une stratégie qu'a utilisée Marine Le Pen pour se républicaniser et pour dire, mais regardez, vous voyez, nous, en fait, on est des républicains. Et d'ailleurs, voir aujourd'hui les gens du Rassemblement national rendre hommage à Charlie Hebdo, parce que c'est quand même contexte actuel, alors qu'il y a une dizaine d'années, les mêmes fustigeaient d'ailleurs Charlie Hebdo, il faut dire, et l'esprit libertaire de Charlie Hebdo. Il y a quelque chose d'assez dégueulasse là-dedans et d'assez révoltant, mais passons. Le Rassemblement national a donc utilisé cette corde qui a été d'utiliser un peu les référents républicains, des mots républicains, mais pour abonder dans leur sens nationaliste, excluant, islamophobe et sécuritaire. Et ça, c'est quelque chose qui ne touche pas seulement le Rassemblement national. Je parlais de Robert Badinter. Quand Robert Badinter dit que la droite, de manière générale, a tendance à utiliser la laïcité pour taper sur les musulmans, il faut écouter ce discours, il faut écouter ce message-là, parce qu'en réalité, on voit bien que c'est quelque chose qui est de plus en plus fait, et d'utiliser en fait le référent de la République pour en fait aller à l'encontre totale des principes de la République, qui sont des valeurs d'ouverture, de tolérance, etc., et pour aller vers un discours beaucoup plus nationaliste, excluant, anti-immigration, anti-étranger, etc. Sur ce sujet. Et ces stratégies de Marine Le Pen a, je pense, marqué des points, parce qu'au fond, elle rencontrait également une extrémisation du débat politique, des gens comme Éric Zemmour qui ont commencé à installer dans le débat public des notions de grand emplacement, une réhabilitation du régime de Vichy, etc., et qui en fait ont fait passer Marine Le Pen pour presque quelqu'un de modéré à côté de lui. Donc il y a un peu l'ensemble de ces éléments-là qui font que finalement la dédiabolisation, qui est une stratégie de normalisation, voilà, moi j'en ai fini, a plus ou moins réussi. Mais c'est aussi parce que les modérés, encore une fois, ont failli face à cette stratégie. Rapidement. Moi, j'ajouterais juste un argument, c'est qu'en vérité, par rapport aux autres formations concurrentes qui sont données à l'extrême droite, le Rassemblement national, en sus de l'héritage familial, va toucher des catégories populaires beaucoup plus largement. Par exemple, Éric Zemmour, c'est vraiment le vote de la bourgeoisie radicalisée. En fait, c'est les anciens électeurs LR. Zemmour, il fait son meilleur score à Cannes, à Nice, d'où je viens malheureusement. Et le Rassemblement national a réussi à conquérir à partir des années 90, au-delà de ce milieu, on va dire, poujadiste, petit artisan,
petits commerçants, petits propriétaires, et il va consolider des points de force dans un électorat populaire que personne n'arrive à lui contester. La droite, parce qu'elle est trop néolibérale et anti-populaire dans son expression économique, et pareil pour ces autres chapelles. En tout cas, c'est vite dit là, mais c'est vraiment ça qui se joue si on regarde les sociologies électorales des différents blocs qui font les partis d'extrême droite. Alors, en parlant de début d'émission, des rassemblements pour célébrer le décès de Jean-Marie Le Pen, et des rassemblements qui n'étaient pas du tout du goût de tout le monde, et notamment, bien évidemment, de l'extrême droite. On va écouter tout de suite Louis Alliot. J'imagine que ces scènes que Bruno Retailleau qualifie de honteuses vous ont choqué aussi hier soir, surpris également peut-être? Non. Pas surpris. Venant de la gauche extrême, vous savez, plus rien ne me surprend. Et je crois que les événements en Israël du 7 octobre ont prouvé par la suite qu'ils étaient capables de tout. Reste que sur cet épisode-là, elle a repris la phrase de Jean-Marie Le Pen, le tweet de Jean-Marie Le Pen sur la mort de Jacques Chirac. Et je pense qu'effectivement, on peut avoir combattu quelqu'un toute sa vie, ne pas supporter même les idées de Jean-Marie Le Pen, et puis avoir dû de s'incliner devant la mort de quelqu'un. Et quoi qu'on en dise, il aura traversé la vie politique française depuis la 4e République jusqu'à aujourd'hui. Et on connaît, l'ensemble de son histoire. Et c'est un parcours politique, on aime, on n'aime pas, mais c'est comme ça. Il fait partie du patrimoine historique et politique de la France. Alors pour eux, c'est clair, c'était indécent de se réjouir de la mort de Jean-Marie Le Pen. Wissal Bouguelem, vous êtes plus ou moins d'accord, en tout cas, avec Louis Alliot? En tout cas, je suis d'accord pour dire que dans la mort, même l'ennemi a le droit au respect. Voilà. Ne pas rendre hommage, oui. Il ne faut pas rendre hommage à un homme politique qui a été ouvertement raciste, homophobe, antisémite, qui a eu un certain nombre de propos extrêmement choquants pour lesquels il a été d'ailleurs condamné. En revanche, je ne suis pas sûre que ce soit très décent de fêter la mort d'un homme, quel qu'il soit d'ailleurs. Alors hier, c'était également les 10 ans de l'attentat contre Charlie Hebdo, l'occasion pour le gouvernement de rappeler que la liberté d'expression est un droit fondamental. J'en viens à ce parallèle, Paul Hellec. Peut-on dire que les rassemblements pour célébrer la mort de Jean-Marie Le Pen relèvent de la liberté d'expression finalement? Moi, il faudrait parler pendant des heures de cette question, mais ce qui est vrai, c'est que d'un côté, la morale bourgeoise hier nous disait il faut célébrer l'indécence, l'impolitesse de ce que Charlie faisait, et je peux le comprendre, encore une fois, de soutenir des dessinateurs qui parfois ont choqué, etc. Et on l'a surtout là utilisé cette commémoration pour pouvoir régler des comptes politique, ce qui est vraiment le scandale de ces commémorations hier. Mais le lendemain, un phénomène ne plaît pas, des gens célèbrent, ils font ce qu'ils veulent d'ailleurs, je veux dire, la mort d'un homme, et là, cette fois-ci, c'est insupportable. Il ne faut pas avoir ce côté, qui blesse, le mot m'échappe que je veux dire, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, l'espèce d'insolence dans son expression, et ça vraiment pour moi la preuve que du coup tout ça derrière, c'est des faux débats, et c'est des faux débats d'inquisition dans le débat public médiatique, et que c'est pas très intéressant. Peu importe s'il y a des gens, moi je comprends très bien, et encore vous me direz c'est peut-être des jeunes qui sont allés faire la fête, etc. Il y a des gens qui ont dû sans doute qui ont été touchés dans leur chair en fait par le combat politique de cet homme, et je comprends très bien qu'ils s'en réjouissent. Et en fait, on s'en fout. Je veux dire, la question la question fondamentale, encore une fois, c'est l'irrévérence. Voilà, c'était le terme. L'irrévérence. Soit on dit l'irrévérence est de droit, et par contre, les gens qui font preuve d'irrévérence sont capables d'être punis par la loi lorsqu'ils s'échappent de la loi. C'est le cas pour toutes les caricatures. Je rappelle que tout à l'heure, je parlais des caricatures des années 30 antisémites. On ne va pas nous dire que c'est la liberté d'expression. Non. Donc toute caricature n'est pas bonne à prendre. Le principe de la liberté d'expression ne doit pas être confondu avec ses expressions et son utilisation par tout le monde. Ça, c'est Jacques Rancière qui le dit dans un très beau texte que je vous invite à lire. Et donc c'est pour moi ça la question, c'est qu'il y a une espèce d'hypocrisie dans l'air où d'un côté on nous dit moralement il est bon de faire preuve d'irrévérence, mais dans un certain sens, à savoir pour justifier l'islamophobie française. C'est ça qui se passe depuis 10 ans avec des gens qui utilisent le cadavre des dessinateurs cruellement assassinés par des terroristes comme une rente politique, le printemps républicain et j'en passe. Et de l'autre côté, on nous dit pas d'irrévérence quand il s'agit de fêter la mort d'un tortionnaire antisémite, qui a créé un parti avec des nazis. Vous considérez le printemps républicain comme étant islamophobe, c'est ça? Oui, clairement. Je pense que c'est même le véhicule de l'islamophobie à gauche. Alors même que son co-président était Amin El Khatmi et qui est musulman. Et alors ?
Et alors, je veux dire, mais sur quoi vous vous appuyez pour dire qu'ils sont islamophobes? Par le fait qu'ils sont le véhicule au sein de la gauche et de la bourgeoisie d'une autorisation à stigmatiser les musulmans, les croyants, tout ce qui s'approche de près ou de loin, en exprimant que finalement, si on ne peut pas se moquer de gens qui croient ou qui ont certaines valeurs, c'est qu'on est, un attardé, quelqu'un qui est retardé, qui n'a pas la culture et la belle civilisation française. Et ce discours de civilisation, ça a été vraiment le véhicule d'une politique qui permet ensuite de dire dans le débat des horreurs du type il faut empêcher les femmes voilées d'aller à l'université, ou les musulmans sont un problème en France, l'islam n'est pas compatible avec la République, et tout le discours dont on parlait tout à l'heure, qui est le discours de l'extrême droite que vos partis continue de mettre en musique aujourd'hui. Donc oui, je pense que le Printemps républicain est islamophobe, et surtout qu'il a été le véhicule de cette autorisation à être islamophobe. D'ailleurs, le terme même d'islamophobe est encore contesté, avec certains qui nous disent que non, mais on a le droit, c'est normal, c'est un mot qui est utilisé pour critiquer la religion. Non, non, le mot, il est utilisé par les personnes qui sont concernées pour désigner le racisme envers des musulmans, et de la même manière qu'on pourrait dire antisémite, c'est mal choisi. Non, antisémite, c'est le mot pour dire le racisme qui touche spécifiquement les personnes juives, et personne ne vient contester le sens de ce mot parce qu'il est utilisé pour désigner ce qu'on sait exactement et de façon précise. Mais pour les musulmans en France, c'est pas grave. On peut débattre des mots, on peut débattre de la façon dont on utilise le vocabulaire pour parler d'eux, et je pense que c'est un scandale. Donc oui, tout ça pour dire sur la question qui était donnée, qui est l'irrévérence, c'est utile, c'est une liberté, mais pas n'importe laquelle, pas dans n'importe quel contexte, et ça, il y a la loi qui doit punir ce qui n'est pas une idée et ce qui est un délit, le racisme, etc. Et le problème, c'est que quand les racistes s'expriment au sommet de l'État, lorsqu'il y a une islamophobie d'État, qui est juge pour savoir qu'est-ce qui est du racisme ou pas? Et là, carrément. Oui, je pense, oui, madame. Quand on fait la rentrée scolaire sur les abayas, oui, c'est une politique d'État. L'État on vient fait pas des avec politiques. Une abaya à l'école, vous êtes quand même au courant. Enfin, Depuis qu'il y a une circulaire qui a été faite par un ministre. Moi, je suis pour le port de l'uniforme à l'école. Oui, moi, d'accord, je fais les choses plus rapidement. Donc, ah oui, à deux doigts du fascisme. Mais oui, depuis le début de cette émission, on l'a bien vu. Il faut reprendre le discours. Il n'est pas pour l'abaya à l'école. Il trouve ça très bizarre de parler de ça à la rentrée scolaire. Non, mais je dis que quand un politique met en place des circulaires qui visent spécifiquement des musulmans, alors que l'abaya n'est pas en plus un revêtement religieux, oui, il y a une politique qui est menée par l'État, et c'est en ce sens qu'on peut dire islamophobie d'État. Il fallait juste interroger les enseignants, les profs qui étaient les premiers concernés, et ça les a choqués. De faire la politique du vêtement. Mais oui, mais madame est un taliban. Elle veut maintenant qu'on regarde qui s'habille comment et pourquoi. Deux doigts du fascisme, taliban. Vous remarquez qu'ils ont un certain nombre de points communs. Mais donc du coup, oui, je continue de le dire, islamophobie d'État, et si j'étais pas interrompu, je pourrais finir en disant oui, à partir du moment où il y a des politiques spécifiques et que le Printemps républicain et tous ceux qui ont utilisé, encore une fois, l'assassinat, mais absolument ignoble de ces dessinateurs comme une rente politique pour installer ce discours, ont une responsabilité, et moi ça me déçoit. Ça fait 10 ans qui se sont passés, et 10 ans que la France n'a rien compris, qu'elle a joué vraiment dans le jeu de ces terroristes. Elle a multiplié les lois pour empêcher les libertés publiques et civiles, elle a multiplié les signaux de racisme envers les musulmans, elle a fracturé la société, et à la fin on s'en sort pas, et l'extrême droite va récolter les fruits de cette politique qui a été menée par la droite et le Parti socialiste. Oui, voilà. Ça, Bouguelem, vous voulez... Mais je suis assez surprise par la véhémence de monsieur, puisqu'on propose le port de l'uniforme, c'est maintenant être à deux doigts du fascisme. C'est assez étrange, je trouve, mais bon. Vous regarderez historiquement, peut-être l'uniforme... L'uniforme, ça permet une forme d'égalité des chances. Ça ne répond pas à toute l'égalité des chances, et on sera d'accord pour dire ça, mais c'est... Elle mettrait une chemise brune, c'est quand même assez caricatural. Et une chemise brune comme uniforme, quel est le modèle? Vous savez, on peut en discuter, mais je pense que c'est pas le sujet. C'est pas tellement le sujet, oui. Du débat, même si ça peut être très intéressant. Mais c'est fou parce que justement, ça montre aussi, c'est ce que je vous disais, quand il y a une montée, une explosion du Rassemblement national et de l'extrême droite, quand vous avez des réactions, des surréactions, même des réactions excessives, à chaque fois qu'on propose quelque chose, notamment sur le port de l'uniforme, qui n'est absolument pas choquant, faut pas s'étonner. Ce n'est pas choquant pour vous, en fait, vous n'avez pas de juger parti. Je pense que c'est choquant. Moi, je pense que derrière tous vos discours sur l'ordre et l'autorité sont choquants. Mais pourquoi? Parce que c'est un gros mot, l'ordre et l'autorité, maintenant. Oui, madame, vous, lorsque si la vous vision de être l'ordre, c'est celle que vous portez, c'est un gros mot. On ne vous mettra pas d'accord. Oui, non, mais ça, je l'avais bien compris. Monsieur, l'ordre, c'est un gros mot pour lui, l'autorité, pareil. Demain, monsieur Slama. Un
un dernier mot rapidement, mais par rapport à, sans aller dans la fasciste ou quoi que ce soit, non, mais en revanche, c'est intéressant que vous citiez l'école à l'école, parce que l'uniforme à l'école, parce que typiquement, ça reflète une vision très autoritaire de l'éducation. À mon sens, en tout cas, une vision assez très autoritaire, uniformisant, c'est le cas de le dire, à rebours quand même de tous les progrès qu'on a réalisés ces dernières décennies sur la vision de l'éducation, etc. De l'égalité des chances. etc. Mais moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est pas tellement qu'on puisse être pour ou contre, etc. C'est que cette vision autoritaire, non seulement de l'école, mais de manière générale de la société, on voit bien la manière dont les libertés publiques s'affaiblissent. En France, c'est quand même pas rien ce qui se passe. Je veux dire, aujourd'hui, par exemple, manifester, en tout cas ces dernières années, manifester était quelque chose presque devenu un peu difficile. Voilà, donc avec des images particulièrement choquantes, de violence lors de manifestations, etc. Quoi, qu'il y a un retour en arrière Il y a un énorme retour en arrière. Il y a, je pense, un mouvement. Est-ce que vous considérez qu'en Angleterre, il y a une vision autoritaire? Oui, je pense que l'Angleterre, alors l'Angleterre est touchée de plein fouet par cette révolution conservatrice et ce mouvement réactionnaire. Et l'uniforme est très traditionnel, si je puis dire. La société. Et en France, l'uniforme n'a jamais existé. Hein, c'était la blouse, mais c'était pas l'uniforme. Mais enfin, je veux dire, on est en 2024 aujourd'hui, qu'on se pose ce genre de questions, c'est quand même extrêmement révélateur. Et j'en reviens au débat qu'on avait, c'est-à-dire la montée de l'extrême droite, la montée des idées xénophobes, des idées sécuritaires, des idées autoritaires, etc. On voit bien que ça prend tout le pays. On voit bien qu'aujourd'hui, on se pose des questions qu'on ne se posait pas il y a 30 ans. Je veux dire, la question de l'uniforme à l'école, on ne se la posait pas il y a 30 ans. Et plein d'autres questions, la remise en cause du droit des sols, on ne se posait pas la question il y a 30 ans, etc. Donc on voit bien... oui, l'extrême droite, voilà. Donc on voit bien ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire cette espèce de mouvement autoritaire, réactionnaire qui prend toute la société. Et pour revenir à votre question, parce que finalement j'essaye de faire des liens, le fait même qu'il y ait des réactions aussi outrées à ces rassemblements dans plusieurs villes de France, parce que ça n'a pas été qu'à République, qu'il y a eu ces rassemblements de joie. Lyon, oui. Voilà, qu'il y avait d'ailleurs j'ai vu des vidéos, il y avait un côté presque parodique, on voyait des gens un peu déguisés qui sabraient le champagne, etc. Il y avait un côté justement très esprit Charlie là-dedans, et qu'on trouve ça bien ou pas bien, à la limite. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a eu autant de gens qui étaient choqués par ça, qu'il y a eu des politiques, des membres du gouvernement qui se sont émus de ça. Moi, je suis convaincu qu'il y a 15-20 ans, il n'y aurait pas eu autant d'émotions par rapport à ça. On aurait trouvé ça soit drôle, soit... C'est quand même gênant, voilà. On parle de la mort. Oui, mais on parle encore une fois, c'est pas la mort de quelqu'un, c'est ce qu'a représenté quelqu'un. Je suis d'accord avec vous. Le danger mortel qu'a représenté Jean-Marie Le Pen du point de vue de ses idées, le mal qu'il a fait, son passé algérien, etc. Ce qu'a représenté Jean-Marie Le Pen. Ce qui est étrange, c'est de s'offusquer de ce qu'il a pu dire. Et puis, d'un autre côté, trouver ça indécent qu'on se rassemble pour célébrer sa mort. C'est vrai que l'équilibre est assez... mais encore une fois, le fait qu'il y ait autant de gens... normal. Oui, mais le fait qu'il y ait autant de gens, je prends choqués par ces rassemblements, montre à quel point... encore une fois, Jean-Marie Le Pen serait presque vu comme respectable aujourd'hui, alors qu'on parle, encore une fois, d'une figure antisémite c'est pas mon cas. Je pense qui pas est qu'il soit extrêmement dangereuse. Sans faire de comparaison ou quoi que ce soit, voilà. Mais par exemple, quand Ben Laden était mort, il y a tout le temps la mort. Il y avait tout le temps la mort des ennemis. Mais il y avait eu des célébrations aux États-Unis pour fêter ça. Personne ne s'était ému de ça parce qu'encore une fois, on fêtait la mort d'un symbole, parce que Jean-Marie Le Pen, c'est un symbole. C'est le symbole de ce que la politique française a produit de pire, quand même le symbole de ce que la politique française a produit de pire dans des effets très concrets. Je veux dire, encore une fois, on oublie que l'extrême droite, ça a été le régime de Vichy. Et le régime de Vichy, c'est les lois anti-juives, c'est la déportation, d'ailleurs, c'est aussi un mouvement réactionnaire de fond, anti-lumière, contre la déclaration des droits de l'homme, etc., etc. Donc, c'est ça dont on parle quand on parle de Jean-Marie Le Pen, et c'est de ça qu'on parle quand on parle de l'extrême droite aujourd'hui, et ne jamais sous-estimer le danger de l'extrême droite en France. Voilà. Et ça va être la fin de cette émission. Merci en tout cas Mathieu Slama, vous êtes essayiste. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci Paul Elec, vous êtes chroniqueur très régulier chez nous. Merci. Et merci à vous, Wissal Bougalem, vous êtes responsable adjointe des Jeunes Républicains de l'Essonne. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir.
Et merci à vous d'avoir regardé Toujours Debout. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire si vous nous regardez par YouTube et via email. Et si vous nous regardez à la télé, en ce début d'année, nous tenons à vous adresser nos meilleurs vœux, que cette année soit pleine de luttes victorieuses et de médias indépendants surtout. Nous voulions également vous dire un immense merci, merci à vous, nos 5000 donateurs qui avaient fait de notre campagne de fin d'année un véritable succès. Grâce à votre générosité, nous avons récolté 270 000 € pour continuer à faire vivre votre média, un média qui vous garantit une information libre au sein d'un paysage médiatique contrôlé par les milliardaires. Merci en tout cas à vous de nous avoir regardés et à très vite.